Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture Soccer, le podcast qui se concentre sur le soccer en Amérique du Nord. Je suis aujourd'hui avec Adi Raphaël, comme d'habitude. Comment ça va, Adi? Ça va et toi, Antoine? Ça va très bien. On a un invité très spécial aujourd'hui puisqu'on est avec Frédéric Piquion. Bonjour Frédéric, comment tu vas? Bonjour à tous les deux, bonjour à tous, ça va très très bien. On est très content de t'avoir parce que non seulement tu as été un peu en MLS, on va en parler, mais en plus tu es maintenant manager général de la Martinique, une équipe qualifiée pour la prochaine Gold Cup. Donc on va en parler ensemble, mais je vais commencer avec... on va commencer par parler rapidement de ta carrière, même si la plupart de nos auditeurs, je pense, te connaissent. Donc tu n'es pas un footballeur atypique puisque tu n'es pas sorti d'un centre de formation ou quoi que ce soit. Tu as eu des débuts avec le Paris FC, mais tu es reparti après en Martinique jouer à Fort-de-France. On va parler un peu plus tard de l'importance du sport et de ton lien avec la Martinique. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, à ton époque où tu jouais donc en jeune, au début de carrière en Martinique, quel était le paysage du foot en Martinique et un petit peu comment était l'évolution du sport à cette époque? C'était la Martinique, c'est quand même une compétition de division d'honneur, R1 comme ils l'appellent aujourd'hui. Et quand j'ai débarqué là-bas, j'ai tout de suite joué en senior puisque j'avais à peine 17 ans, 17-18 ans. Et je me rendais pas compte. Pour moi, c'était déjà formidable de jouer à ce si jeune âge en senior. Donc pour moi, je me rendais pas encore bien compte comment ce que c'était le foot. Moi, je suivais le foot à travers Téléfoot à l'époque, à travers les résumés de matchs comme on voyait sur Canal+ et les quelques matchs sur Canal+. Et voilà, et la Champions League pareil. Donc pour moi, c'était un rêve de gosse de pouvoir tutoyer les sommets comme j'ai pu le faire un peu plus tard. Parfait, parfait. Et puis, bon, comment ça se passe d'habitude pour les jeunes Martiniquais? Est-ce qu'ils peuvent se lancer? Ils peuvent vraiment se lancer? Il y a un moyen de se lancer dans le monde professionnel, que ce soit juste directement en Martinique. Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est simple aussi de faire le saut en Europe ou dans d'autres ligues à travers le monde? Non, c'est pas facile parce que la Martinique, c'est pas quelque chose de très regardé. Avant, il y avait beaucoup plus de clubs français qui venaient, on va dire, piocher un petit peu chez les jeunes, regarder un petit peu le championnat et pour voir s'il y avait quelques joueurs qui pouvaient effectivement venir assez rapidement et tôt dans les centres de formation. Mais on s'est vite aperçu que finalement, il y avait beaucoup de joueurs qui partaient et peu d'élus. À partir du moment où la famille est quand même assez loin, il y a 7 000 kilomètres, ça fait beaucoup trop jeune pour des jeunes garçons de partir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'organiser et de faire des tremplins entre la Martinique, la Guadeloupe et même la Guyane pour que justement, avec les anciens footeux de renom, on soit plus crédible à envoyer des jeunes joueurs à partir de 17-18 ans. Là, ils sont un peu plus formés et on leur explique comment est la vie de footballeur. Et je pense qu'ils ont plus en capacité à être de vrais footeux à partir de là. Et toi, tu as de la chance parce que tu as été repéré à l'époque par Nîmes, puis après tu passais un peu partout en Ligue 1, à Rennes, à Saint-Etienne, à Monaco, à Lyon, où à chaque fois tu as réussi à avoir de bons résultats. Et puis tu es arrivé en Angleterre, Ouais. Pour le Portsmouth, entre autres, West Ham, Doncaster, et puis finalement en MLS, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et comment Mhm. sont passés à cette époque les contacts avec la Ligue en elle-même ou avec le club, si c'était le club qui t'a contacté de Portland? Ouais, en fait, je jouais plus trop à West Ham. Et en fait, c'est Michael Silvestre, que je connais très bien, qui est un très très bon ami, qui m'a contacté et qui m'a dit, en fait, voilà, il y a le numéro 9 de Portland qui s'est blessé gravement et il cherche quelqu'un. Alors moi, je lui ai dit, écoute, moi, je joue pas. Si j'arrive à résilier avec West Ham, il n'y a pas de problème. Moi, c'est une expérience qui me plairait. Et puis voilà, en plus, tu es là, donc tu pourras m'incorporer dans l'équipe assez rapidement. Donc, je suis parti aussi faire un essai. Et le manager Caleb à l'époque, Caleb Porter qui était à l'époque, avait bien aimé mon match et m'ont fait signer très rapidement, hein. Je me suis entendu avec West Ham et puis je suis revenu dans la ligue quelques jours après.
Ouais, et comment ça s'est passé avec Portland du point de vue, est-ce que tu connaissais Portland? Est-ce que tu connaissais la MLS? Est-ce que tu t'y intéressais un peu? Ou c'est juste quand tu as commencé à avoir ces contacts-là que tu as commencé à regarder? Ou est-ce que le fait que Michael Sylvestre jouait déjà à Portland, donc tu avais déjà un œil là-dessus? Non, moi je regardais parce il y avait Thierry Henry qui était parti en MLS. Donc forcément, tu regardes les potes qui sont déjà dans la ligue. Après, Mika, il m'a donné l'envie aussi de venir et je connaissais pas du tout cette ville de Portland, qui est pas une grosse ville, qui est pas une très grosse ville américaine, faut se l'avouer, mais qui est une ville sympa avec beaucoup de verdure, très, euh, très bio. Et on a passé, et aussi des supporters formidables. J'avais l'impression de revivre un peu ce que j'ai vécu à Saint-Étienne. Déjà, c'est les mêmes couleurs. Et Mhm. puis en plus, un public attaché à leur club. Oui, c'est ça, c'est un club assez spécial en MLS parce qu'ils sont là depuis longtemps et la foule et le stade est vraiment impressionnant. J'imagine, tu t'y attendais pas lors de tes premiers matchs de voir ce stade rempli qui fait beaucoup de bruit et qui est assez vieux, mais en même temps très typique. Ouais, ben, je ne m'attendais pas du tout. Et c'est vrai que déjà, la célébration quand on marque un but ou quand le gardien est le clean sheet et que tu as le bûcheron qui vient et qui coupe une petite rondelle, c'est atypique ça. Tu le vois, c'est impossible de voir ça dans un stade, dans un stade français et même européen. Donc oui, enfin, j'ai passé vraiment 18 mois assez exceptionnels et j'en garderai vraiment de très très bons souvenirs. En fait, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont particulièrement très impressionné? Je parle de joueurs plus MLS, plus que des joueurs qui ont déjà joué en Europe et que tu connaissais en Europe. Est-ce qu'il y a des joueurs plus formés ici dans cet environnement MLS qui t'ont impressionné, que ce soit à Portland ou ailleurs en MLS? Est-ce qu'il y a, tu as retenu quelques joueurs? Bah, moi, j'ai retenu Darlington Nagbe, bien sûr. Quand je suis arrivé à Portland, c'était un joueur pour moi, c'était quelqu'un qui pouvait aller jouer en Europe. Il avait cette faculté d'accélération, de marquer des buts, d'être très bon sur son côté. Et d'ailleurs, il a été appelé en équipe des États-Unis quelques temps après. Et puis, il est parti à Atlanta où il a encore plus flambé. Donc, oui, il y a des joueurs comme ça. Après, les noms, ils me reviennent pas trop, mais forcément, il y a des joueurs, les Européens, c'est clair que ils ont cette culture et ouais, cette culture football qui était un petit peu au-dessus. Mais je pense que quand même, la MLS, elle est en train de grandir parce que ils ont passé des partenariats un peu avec les formateurs français. Et je sais que c'est quand même un championnat en devenir et ils le montrent chaque année avec beaucoup de transferts qui se font. Et dans ton expérience, j'imagine que tu as pas mal voyagé du coup aux États-Unis dans divers stades. Est-ce que tu as un stade ou une atmosphère particulière qui t'a marqué, que tu t'es dit, waouh, c'est vraiment un pays qui peut vivre le soccer? Bah, moi, j'ai bien aimé. Alors, j'ai bien aimé déjà à Portland, ça c'est sûr. Mhm. Après, à Kansas City aussi, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé le derby Seattle-Portland et Portland-Seattle, bien sûr. Et après, sur la côte, j'ai pas eu la chance d'aller jouer à Boston ou à, ou à New York non plus. Mais à Chicago aussi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Chicago, la ville et le stade, ouais. Boston, tu manques rien, y a personne au stade. Et Seattle, oui, c'est très sympa. Ouais, effectivement, il y a de super belles choses un peu partout en MLS. Et effectivement, Mm. moi, je suis à Montréal, donc c'est sûr, pour la plupart des francophones, venir jouer à Montréal, chacun a un peu son opinion. Je voulais avoir la tienne. T'as pensé quoi de Montréal? Est-ce que... Bah, j'ai pas joué à Montréal justement. ah, t'as pas joué à Montréal? À chaque fois ils sont venus à Portland, mais c'est ouais, c'est quand même dommage. J'aurais aimé venir à Montréal parce que je l'ai pas encore vécu et on a joué seulement à Vancouver dans le dôme à Vancouver. C'était ça aussi, c'est assez spécial, un synthétique totalement couvert, un gros stade comme ça. J'avais jamais vu ça. Hmm. Ouais, ça va faire différent enfin, pour les joueurs européens, le nombre de stades en synthétique, j'imagine ça va être différent. Tu es parti vers 35 ans de Portland, puisque Ouais. Falen Brady est arrivé en prêt, et c'est pas forcément la meilleure des conclusions de ton histoire, on va dire, aux États-Unis. Est-ce que tu aurais aimé que ça continue un peu plus longtemps?
Ouais, j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais après, je pense que j'avais fait mon temps. Je pense que c'est vrai que Fernando a dit, quand il est arrivé, j'aurais espéré peut-être un autre club, mais bon, à 35, 36 ans, je savais très bien aussi que c'était assez compliqué de pouvoir partir ailleurs. Donc, en plus, aujourd'hui, en MLS, ils cherchent beaucoup de joueurs en dessous de 30 ans maintenant. Donc, c'est ça qui va faire la différence dans les années futures. Ouais, effectivement, la MLS est en pleine progression. On le voit dans le recrutement, comme tu l'as bien dit. Mhm. Puis après coup, tu retournes en France. Tu vas, on a dit, à Créteil. Ouais. Et tu es parti après en Inde, l'Indian Super League à Mumbai, où tu retrouves Nicolas Anelka aussi, le joueur d'origine martiniquaise. Est-ce Mhm. que tu as trouvé, comment tu compares l'Inde avec la MLS? Est-ce que c'était le même niveau ou c'est bien en dessous? Ah non, c'est bien en dessous. C'est bien en dessous. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce qui peut être un petit peu pareil, on va dire, c'est le tournoi, puisqu'il n'y a pas de montée et pas de descente. Et aussi on va dire, le salary cap, puisqu'il n'y a pas beaucoup de joueurs non plus au-dessus voilà, il y a un ou deux joueurs pareil avec des DP. Donc, ouais, sur ce côté-là, c'était un petit peu pareil. Mais après, ça n'a rien à voir. Il faut que ce championnat encore se développe beaucoup pour rattraper la MLS. Ça n'a rien à voir. Hmm. Et on va passer un petit peu à ta carrière en sélection. Donc, tu as une sélection avec l'équipe de France, mais aussi plusieurs sélections avec la Martinique entre 2012 et 2014. Comment Mhm. ça s'est passé? Comment la sélection t'a approché? Parce que tu avais déjà une sélection avec l'équipe de France. Est-ce que toi, tu avais des a priori? Tu pensais que tu pouvais pas jouer avec eux? Ou est-ce que tu as tout de suite été emballé par l'idée? Non, j'étais emballé c'était obligé parce que bon, c'était mon île, c'était la France et puis et voilà. Et à mon âge, je pouvais plus aller en équipe de France, donc il fallait bien que je fasse quelque chose. Et puis le fait d'être qualifié pour la Gold Cup, encore une fois, c'était un super challenge encore pour nous. Moi, j'avais été en équipe de Martinique, je l'avais été quand j'étais un amateur. Quand j'étais retourné en Martinique, j'avais à peine 17, 18 ans. Et là, eh ben, voilà, la boucle était bouclée avec ce retour en sélection pendant que j'étais à Portland. En plus, c'était cool parce que les clubs, ils connaissent l'importance justement de cette Gold Cup et ils nous laissaient partir. Et c'est pas ce qui se passe en Europe parce qu'ils pensent que quand on part en sélection de Martinique, voilà, c'est un peu le cliché du rhum, de la fête et c'est compliqué de faire dire au club de nous laisser les joueurs. Donc voilà, c'était bien et on continue d'œuvrer un peu pour notre île encore. Ouais, mais c'est ça, en fait, tu en as parlé brièvement, tu as participé à la Gold Cup en 2013 avec la Martinique, avec un super beau parcours dans cette coupe-là. Tu as même battu le Canada, malheureusement pour moi, Ouais. 1-0, le tout devant 56 000 spectateurs au Rose Bowl à Los Angeles. C'est un souvenir, ça, qui doit être sûrement incroyable pour toi, là. Ouais, c'était incroyable parce qu'en plus le scénario du match, je pense pas qu'on a été beaucoup en difficulté pendant ce match-là. Mais voilà, à la 90e minute, on a un dernier corner. Il y a voilà, Fabrice Repernay qui fait une reprise des 30 mètres. La balle, elle va se loger en pleine lucarne à la dernière minute. Tu comprends bien qu'à la fin, pour notre petite île, notre petit truc au plein milieu de la mer des Caraïbes, par rapport au Grand Canada, c'était magique. Donc oui, on a passé vraiment une belle journée, 60 000 spectateurs pour le monde amateur martiniquais. Voilà, s'ils l'ont jamais connu, c'est quand même stressant et impressionnant. Donc voilà, nous on était là en tout cas pour leur amener notre expérience et je pense que ça s'est bien passé. Ouais, et puis après, vous avez fait 1-0, une petite défaite 1-0 contre le Panama, puis 3-1 contre, bon, quand même, Log au Mexicain. Bah oui. D'abord à Seattle, puis à Denver. Donc, bon, voilà. C'est quand même un beau parcours. J'imagine qu'il y avait une énorme fierté à la fin de la compétition et que vous êtes rentré en Martinique vraiment heureux de parcours. Ouais, c'est vraiment heureux. Et puis après, à chaque fois, c'est chaque année, tous les 2 ans, on essaye d'y participer. Il y a 2 ans, voilà, ils sont encore, ils y ont participé aussi. Et là, cette année, on est encore qualifié. Donc oui, même nous, hein, je pense que nos sélections outre-mer, elles sont aussi en progression. Même si cette année, on est le seul représentant. Mais voilà, il faut qu'on continue à bosser là-dessus et continuer justement cette Gold Cup. C'est vraiment un challenge pour nous sur la Caraïbe et on est vraiment très content et très fiers de pouvoir y participer.
Oui, effectivement. Après, la compétition de la Coupe caribéenne des Nations en 2014 est un peu plus compliquée et tu t'es incliné pourtant dans un groupe assez talentueux avec des Julien Faubert, des Steve Elana, par exemple. Est-ce que tu penses que c'était une des plus belles générations de la Martinique? Oui, c'était une génération avec beaucoup d'expérience, mais la belle génération elle va arriver elle va arriver maintenant. Je pense que cette année, si on arrive à avoir les joueurs qu'on a ciblés, on peut faire un truc bien. Ça peut être pas mal. On va en parler justement, mais juste avant de parler de la Gold Cup 2019, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle? Parce que tu n'es pas sélectionneur, tu es manager général. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais au quotidien pour cette sélection? Bah, c'est tout simple, hein. En fait, je fais beaucoup de lobbying puisque ils savent très bien que je connais d'entraîneurs et de directeurs sportifs de par ma carrière. Donc, soit j'ai joué avec, soit je joué contre. Et quand je les appelle, je suis un petit peu plus crédible que si c'était le sélectionneur qui les appelait. Donc, à partir de là, on me fait totalement confiance. Le sélectionneur, en fait, c'est quelqu'un qui est à plein temps en Martinique, mais qui cible en fait des joueurs et des postes sur lesquels on a un gros besoin. Et à partir de là, il me donne une liste de noms et moi, je fais en sorte de les avoir en sélection. Voilà un petit peu ce que je fais au quotidien. Et après, quand je suis avec eux, je suis aussi sur le terrain pour faire des entraînements, pour la partie tactique. On est vraiment complémentaires. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est logistique et préparation de stage, billets d'avion, etc. Donc je fais en sorte en fait que tout soit impeccable pour la sélection. D'accord, en fait. Et en Martinique, la MLS et ses petites sœurs comme la USL et la Premier League canadienne, est-ce qu'elles sont vues comme des divisions intéressantes pour les jeunes Martiniquais? Parce qu'on voit beaucoup dans vos groupes de nombreux anciens ou joueurs actuels de ces ligues comme Jordi Delem, comme Kevin Parsema, Thierry Catherine. Mhm. Tu peux nous en parler un peu de l'impression que les Martiniquais ont par rapport à ces ligues-là? Bah, pour l'instant, il est vrai que la majorité, ils veulent quand même partir en Europe, en France en l'occurrence, pour faire une carrière professionnelle. Mais moi, je pense que malgré tout, il peut y avoir une passerelle entre justement les Antilles et la MLS. Et c'est ce que je suis aussi en train de travailler avec un ami là qui travaille pour la MLS parce que je pense que c'est un beau tremplin et c'est un beau challenge pour nos jeunes Martiniquais. Déjà d'une, de rentrer dans une académie et deuxièmement, si ça marche pas, aux États-Unis, ils aiment bien donner des bourses et avoir un diplôme à la fin de son année universitaire. Donc ça, c'est très intéressant. Tu deviens bilingue, tu parles anglais et en plus tu joues au foot. Donc pour les plus chanceux et pour les plus talentueux, d'aller en MLS, je pense que c'est aussi un beau challenge et une belle récompense. Ouais, c'est vrai qu'entre les formations, en effet, les académies et puis les universités, il y a vraiment moyen de développer le foot et puis aussi d'entrer dans un monde pro. Même les deuxièmes divisions Bien les sûr, États-Unis ont un cadre assez professionnel bien et sûr. des ressources et puis et des équipes réserves où on peut monter après. Donc, Mm. c'est plutôt pas mal, j'imagine. Et donc, cette année, vous êtes qualifié grâce à 4 victoires pour la Gold Cup, donc face à la Guadeloupe, les îles Vierges britanniques, Porto Rico, Antigua Barbuda. Il y a un groupe très talentueux. Et pour la compétition, avec des joueurs qui évoluent notamment aux États-Unis et au Canada, comme on l'a dit, est-ce que les joueurs qui viennent de MLS et du SL, qui viennent s'entraîner en sélection, est-ce que leur niveau de préparation est différent que ceux qui viennent d'Europe ou ça se voit Non, pas trop? non, c'est plus même, parce que moi je sais très bien comment ça se passe, pour l'avoir vécu. Et aux États-Unis, ils sont beaucoup sur le fitness. Et je sais qu'ils sont très très bien préparés. Donc pour nous, il n'y a aucun problème, que ce soit pour la France et pour la MLS et le Canada, c'est exactement pareil. Après, justement, pour les joueurs locaux, on essaye de se rapprocher de ça. Et donc, je sais que c'est pourquoi on va faire le stage de préparation à Portland parce que pour nos joueurs locaux, en tout cas, il faut une belle préparation et qui se rapproche du monde professionnel. Donc, on fait tout, en tout cas, avec le staff pour se rapprocher des grandes nations.
Parfait. Puis là, on va aller dans la question qui brûle les lèvres de la plupart des supporters de l'Impact de Montréal. Est-ce que Harry Novillo va être du groupe? Est-ce que est-ce que tu en as parlé à Rémi Garde dernièrement? Ouais, bah, dès que Harry il a signé, en fait, Harry, je le connais depuis l'époque lyonnaise, donc ça fait un petit moment que je le connais, que je le suis. J'en ai parlé à Rémi, effectivement, il y a quelques temps. Maintenant, il m'a dit que ça va être quand même assez difficile parce que lui, voilà, il n'a pas encore cette culture. Il est arrivé dans ce club, il n'a pas cette culture en fait de la Gold Cup et il pense que voilà, vu que c'est pas obligatoire de nous envoyer les joueurs et que le championnat et que la Gold Cup est en plein championnat, s'il a besoin d'Harry, ça va être quand même assez compliqué. Mais Harry, effectivement, fait partie de notre liste restreinte de joueurs à appeler. C'est un peu, c'est un peu dommage, oui, parce qu'il déjà, il aura sûrement des Canadiens et peut-être des Américains ou autres qui partiront. Donc, oui, c'est un peu Bien sûr. dommage si les Guadeloupéens ne peuvent pas partir. Et vous avez une certaine ambition pour la Gold Cup cet été? L'ambition, c'est d'aller au bout, hein. De toute façon, c'est ça l'ambition. Après, on verra où on va s'arrêter ou si on doit s'arrêter. Mais en tout cas, l'ambition, c'est d'aller au bout. Après, on sait très bien que ça va être très difficile, qu'on est la plus petite nation, on est le petit poussé. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, que tout le monde sera aussi derrière nous par rapport à ça. Juste pour rappel, vous êtes dans le groupe avec le Mexique, le Canada et Cuba, donc pas forcément le groupe le plus simple. Ouais, exactement. Exactement, et tu m'as un peu devancé, Antoine, parce que on a parlé avant de la Gold Cup 2013, vous avez battu le Canada 1-0. Là, on se retrouve, premier match, en fait, vous faites partie du match inaugural de cette Gold Cup contre Exactement. le Canada. Ouais. Bon, c'est sûr, même si je t'aime bien, puis j'aime bien la Martinique, ce match-là, je ne serais pas pour vous. Mais qu'est-ce que tu penses de cette équipe du Canada? Est-ce que beaucoup parlent comme quoi c'est une génération dorée? On est en plein dans la génération dorée du Canada. Je ne sais pas si tu peux donner tes impressions sur cette équipe-là. Bah écoutez, je sais qu'ils étaient. J'ai pas, pour être franc, j'ai pas trop regardé l'équipe pour l'instant parce qu'on est en train de travailler sur les montages et sur les choses. Donc on vient de récupérer les images, mais j'en ai entendu que des bonnes choses. Donc après, pour rentrer dans les détails, je ne pourrais pas aider plus que ça. OK, parfait. Et comment vous allez préparer cette Gold Cup? Tu as parlé d'un stage à Portland, donc c'est vraiment pour la préparer que vous allez rester là-bas? Ouais, bah ouais, on a un stage à Portland de 10 jours à peu près, début juin, juste avant la Gold Cup pour préparer un peu tout le monde et que tout le monde soit prêt, les décalages horaires, parce que c'est pas facile non plus. Nous, on a 9 heures de décalage avec Portland, 5 heures avec la Martinique. Donc voilà, il faut arriver bien, il faut arriver frais. Et voilà, il y a des tests de prévus, pour des tests physiques de prévus pour savoir si tout le monde est dans le bain. Il y en a aussi, il y a des joueurs qui vont finir tard. Donc voilà, ça va être un jeu et en même temps une bonne expérience pour chacun. Oui, et après, on a cette fameuse Nations League qui commence juste après. Quelle est ton opinion par rapport à cette compétition? Est-elle utile pour des équipes comme la Martinique? Parce qu'on sait qu'en Europe, elle est quand même assez critiquée, cette compétition-là. Moi, personnellement, je pense que pour la région ici, c'est quand même une compétition intéressante. Toi, tu en penses Ouais. quoi? Ah ouais, moi aussi, je pense que c'est super intéressant pour la Caraïbe, qu'ils aient copié le système européen, c'est magique. Et en plus, le fait qu'ils mettent les matchs sur la semaine internationale, comme en Europe, c'est encore mieux. Comme ça, au moins, on peut avoir des joueurs. Parce qu'avant, on pouvait nous donner des matchs n'importe quand, et puis c'était impossible d'avoir les joueurs puisqu'ils étaient en plein championnat. Non, je pense que vraiment, c'est vraiment bien. Et puis en plus, ce groupe de descente et de montée, les deux premiers restent et tout. Non, non, franchement, c'est très intéressant pour la Martinique. C'est aussi intéressant pour nos joueurs de se faire voir parce que moi, c'est ce que je leur dis à nos locaux. Il y a des bons joueurs. La Gold Cup ou la Nation League, elle sera regardée. Je veux dire, il y a le Mexique il y a le Mexique qui a un bon championnat. Il y a le Canada et les États-Unis, il y a la MLS. Voilà, il y a des pays où il y a des championnats intéressants. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver à nos jeunes joueurs aussi.
Oui, et puis juste, tu as parlé un peu de la MLS. Est-ce qu'il y a, par rapport à la Première Ligue canadienne, est-ce que vous en parlez, vous, avec les petits joueurs, les jeunes joueurs? Est-ce que c'est une possibilité pour ces joueurs-là ou c'est juste trop nouveau encore pour en parler? Non, non, c'est une possibilité. On parle de tout. Il faut parler de tout, justement. Et, euh, et c'est ce championnat, même au Canada, il faut qu'il soit attiré par ça. Moi, je me dis toujours, hein, le football, c'est pas, c'est, on peut aller jouer en pro jusqu'à à n'importe quel âge. Il suffit d'en vouloir et de rien lâcher. Moi, j'ai connu Stéphane Grégoire à l'époque de Rennes, qui avait signé pro à 27 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Ouais. Donc voilà, moi j'ai signé à 21 ans. On passe pas tous par le cursus normal d'arriver à 13 ans et de signer pro à 18 ans. Hmm. Aujourd'hui, avec tout, avec tout ce qui se passe, il y a, voilà, on peut passer entre les mailles du filet et arriver un peu plus tard. Et faut rien lâcher, c'est tout. Ouais, et vous allez être dans cette Nations League avec le Honduras et Trinité et Tobago dans le groupe C de la Ligue A, donc quand C'est même ça. le niveau, enfin, le niveau supérieur. C'est un groupe enfin, vous évitez déjà les ogres américains et mexicains, donc j'imagine que vous allez vraiment essayer de rester en Liga pour la première année. Ouais, pour la première année, ça va être compliqué parce qu'on sait très bien que là-bas, Trinidad et Tobago, ils ont un championnat semi-professionnel. Ils ont beaucoup de joueurs aussi qui jouent en Angleterre, que ce soit en Première Ligue ou même en Championship. Et après, et l'Honduras, ils ont fait la dernière Coupe du Monde. Donc oui, c'est des joueurs, c'est des pays qui ont l'habitude aussi de faire des grosses compétitions. Donc ce sera à nous d'être performants et de progresser petit à petit, même si on reste pas la première année, mais en tout cas, voilà, de montrer un beau visage et d'être crédible surtout sur le plan international et caribéen. Parfait. Et puis, plus globalement, c'est quoi l'ambition de la Martinique à long terme? Est-ce que on n'oublie pas qu'il y a l'impossibilité de jouer en Coupe du Monde aussi? Est-ce que c'est ça? C'est quoi l'ambition? On se. Non, c'est pour l'instant, l'ambition de jouer une Coupe du Monde, c'est vraiment très très loin puisque nous ne faisons pas partie du, de la FIFA à proprement dite, même si on a une petite cellule représentative à la FIFA, mais pas entièrement, puisque les clubs ne sont pas obligés de nous donner les joueurs. Donc pour l'instant, on est sous la tutelle de la Fédération française de football, et peut-être qu'un jour ça évoluera, mais pour l'instant, on est loin de ça. Ah oui, comme tu dis, c'est pas avec la FIFA, et donc est-ce que c'est compliqué parfois si tu as des talents de l'équipe de France ou qui peuvent être appelés en équipe de France et qui sont d'origine martiniquaise, est-ce que c'est compliqué pour l'équipe de Martinique de leur dire bah, écoute, en attendant que tu sois sélectionné en équipe de France, que tu veux venir jouer un petit peu avec la Martinique? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu réticents à ça? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de joueurs qui sont réticents par rapport à ça. Après, il y a euh, même ceux qui sont en fin de carrière et qui sont quand même, et qui sont quand même réticents parce qu'ils pensent que ça va leur servir à rien. Mais, euh, mais nous, euh, mais nous, on s'arrête pas là-dessus. On a envie d'avoir voilà, une équipe forte, surtout sur des valeurs. Donc, à partir de là, on prend ceux qui sont vraiment attachés à Lille et qui ont vraiment envie de venir. Après, les joueurs aujourd'hui les joueurs aujourd'hui qui sont en équipe de France ne pourront plus jouer pour la Martinique après, pour la sélection. C'est ce qui s'est passé pour l'affaire Malouda il y a 2 ans, quand voilà, il y a eu cette affaire avec la Guyane. Donc maintenant, c'est plus possible. Moi, j'avais joué parce que c'était un match amical que j'avais fait avec l'équipe de France. Donc j'ai pu aller après avec la Martinique. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui, et donc on fait en sorte quand on voit qu'un jeune Martiniquais a peut-être la progression pour aller en équipe de France, on l'appellera pas parce qu'on juge que l'équipe de France c'est quand même le numéro un. Après, quand il a atteint la barre des 27 ans, 28 ans et qu'on sait que c'est plus possible, on l'appellera.
D'accord, bah, je pense que ce sera un peu notre dernière question, à part si Asie, tu as un dernier mot? J'ai un dernier mot. Bonne chance pour la Martinique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Moi, je suis quelqu'un qui suit la Ligue 1 depuis très, 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 très jeune. Donc, je t'ai vu jouer pendant très longtemps. Donc, c'est un peu spécial pour moi de te parler. Ouais, c'est cool, merci beaucoup. Mais ça Merci fait plaisir vraiment aussi, beaucoup. il n'y a aucun Oui. problème. Non, on est très content en vrai de voir la Martinique en Gold Cup et on va suivre bien sûr Novilo s'il y va ou Jordi Delem ou d'autres qui sont passés par la MLS ou qui iront. Donc on a vraiment hâte de voir ça et on vous souhaite tout le meilleur pour le parcours et une bonne chance et une bonne compétition. Merci beaucoup et puis j'espère qu'on se rencontrera. Peut-être que vous ferez partie des personnes si vous venez à Rose Bowl ou je ne sais pas, on ne sait jamais. Hein. Ouais, bah, si vous passez par le Canada, peut-être que Adi sera là. Ouais, moi, je suis au Canada, mais malheureusement, je ne fais pas de déplacement pour la Gold Cup. Mais dans le futur, peut-être. Dans le futur, on verra. Ouais. Et merci beaucoup. Et chers auditeurs, on se retrouve sur notre site. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, YouTube, quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note et à checker notre site puisqu'on a du contenu tous les jours. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup, Philippe Pion. Et on se retrouve la semaine prochaine.